120% News, nous sommes ensemble jusqu'à 21h et c'est qui va vous convaincre maintenant? Des personnalités qui vont défendre leur point de vue, 4 personnalités, 4 prises de parole et 90 secondes chrono pour convaincre. Avec ce soir Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, l'onde de choc de l'affaire d'inceste révélée par le livre de Camille Kouchner avec Olivier Duhamel. Ce soir, c'est Elisabeth Guigou, proche de Olivier Duhamel, qui quitte la commission sur l'inceste. Une onde de choc qui va peut-être mettre fin à l'omerta. Est-ce suffisant? Nous verrons avec Natacha. Rokhaya Diallo, journaliste, écrivaine. Trump a gagné. L'Amérique plus que jamais blanche et raciste. Louis Boyard, porte-parole du mouvement des solidarités étudiantes. Les jeunes aujourd'hui, les grands sacrifiés du Covid. Et puis tout à l'heure, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Covid, stop à la politique de la peur. Mais on va commencer avec Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne. Tirons les enseignements de l'affaire Olivier Duhamel, du livre Familia Grande de Camille Kouchner. Dernier événement en date, Elisabeth Guigou qui quitte la commission sur l'inceste. 90 secondes pour nous dire que ça ne suffit pas et qu'il faut aller plus loin. Natacha Polony. Et surtout, il faut comprendre exactement ce qui se joue. Elisabeth Guigou, oui, vient donc de dire qu'elle ne dirigera pas cette commission. Marc Guillaume, tout à l'heure aussi, vice-président du siècle, membre de la Fondation nationale des sciences politiques, a lui aussi renoncé à toutes les fonctions qu'il exerçait avec Olivier Duhamel. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'il savait exactement? Parce qu'on voit que le soupçon est en train de toucher des gens dont on ne sait pas s'ils étaient réellement au courant. Or, l'important, c'est d'abord, sur le plan de l'inceste, de savoir comment on fait en sorte que ça ne se reproduise pas. Ça ne se reproduira pas si on libère la parole. C'est ce qui est en train de se passer. Et si on permet à la justice de passer, et là, ça va être un travail de fond. Mais se dire que parce qu'on fait tomber des têtes, ça va suffire, me semble un peu court. Et il y a un autre problème là-dedans. C'est qu'on parle d'un système. Et en effet, c'est un système. Elisabeth Guigou, bien sûr, mais Marc Guillaume aussi. Marc Guillaume était tout puissant, ancien secrétaire général du gouvernement. Poste absolument énorme qui le faisait tenir tout le pays. Donc, on l'a dit, Fondation nationale des sciences politiques, le siècle, l'Institut Montaigne auquel participait Olivier Duhamel, c'est-à-dire qu'on a là des réseaux de pouvoir. Et on le sait dans le cas de l'inceste, l'emprise, le pouvoir, c'est important, mais c'est aussi important en démocratie. Est-ce qu'on va mettre fin à des réseaux qui empêchent de réellement exercer la volonté des peuples? Je pense que ça aussi, c'est une question essentielle. Donc, c'est sur l'avenir qu'on va juger. Alors, est-ce que ça va suffire? Débat maintenant. Est-ce que ça va suffire à mettre fin au silence, au chape de plomb, au réseau de pouvoir? Alors pour moi, il y a deux questions dans ce que vous venez d'énoncer. La question des réseaux, c'est une véritable question en France. La question des cooptations, du népotisme, qui sont vraiment caractéristiques de notre culture et qui érigent un petit peu en détenteurs de pouvoir des personnes du fait de leur connexion familiale ou tout simplement professionnelle ou qui sont liées à leurs études. Donc là, effectivement, je suis d'accord, il faut vraiment démanteler le système pour permettre au peuple d'avoir davantage la parole. Et sur Elisabeth Guigou, je crois qu'il y avait vraiment une question très particulière parce qu'elle était en charge d'une institution qui devait enquêter, émettre un rapport sur la question des violences sexuelles sur mineurs, sur les enfants. Et pour moi, elle n'était pas qualifiée. Elle n'était pas qualifiée, pas seulement du fait de sa proximité avec la famille Duhamel, parce qu'on ne sait pas finalement ce qu'elle savait, mais quand on voit les propos qu'elle a pu tenir dans le cadre du documentaire Netflix qui a été réalisé par Jalil Esper sur Dominique Strauss-Kahn, où elle dit elle dit que cet homme brillant, charmant, intelligent, comment pouvait-il avoir besoin de violer quelqu'un? Et quand on dit ça, ça veut dire qu'on ne comprend pas les mécanismes de la domination sexuelle et du viol. C'est pas une question de besoin et c'est pas une question de fait de ne pas avoir de qualité personnelle. En fait, le viol, c'est vraiment une question de domination et tout homme, quelles que soient ses qualités individuelles, est capable d'émettre un viol. Et je trouve que pour moi, ça montre vraiment une incompétence sur ce sujet. Geoffroy Lejeune, est-ce qu'on tire les leçons avec cette affaire Duhamel? Est-ce que ça va mettre fin à l'omerta et à la toute-puissance de certains, et aux lois du silence, parce qu'il y a le pouvoir et les réseaux? J'ai le sentiment que Elisabeth Guigou, en fait, a répondu à une question, c'est celle de la décence. C'est-à-dire que ça aurait été indécent de l'avoir continué à présider cette commission, parce que, en fait, on ne sait pas ce qu'elle savait, et on n'est pas obligé de la croire, et en tout cas, on est fondé à penser qu'elle a fréquenté cette famille beaucoup plus que le commun des mortels. Donc, à la fin, c'est vrai que ça aurait été étonnant qu'elle se maintienne
m'impose maintenant. Natacha soulève la question des réseaux de pouvoir. Moi, j'ai envie, dans cette affaire, de soulever une autre question qui est celle du bain culturel et idéologique dans lequel cette affaire a été rendue possible, dans lequel elle s'est propagée, dans lequel, en gros, l'affaire de la maison de Sanary-sur-Mer, qui a été décrite dès la première enquête du Monde, qui est décrite dans le livre La famille Lagrande, où, si vous voulez, je trouve que on décrit en fait un monde, un petit monde sociologique parisien, élitiste, et aussi ancré à gauche, dans lequel la libération sexuelle crée un climat, vous savez, où tout est possible, il faut jouir sans entrave, et à un moment donné, la volonté de l'enfant, finalement, est une entrave. Et quand vous la supprimez, ça finit par poser un problème. Moi, c'est ce qui me frappe le plus, c'est là-dessus que j'aimerais que se porte le débat. Je suis d'accord avec vous, Natacha, il y a des réseaux de pouvoir, je pense d'ailleurs qu'il y en aura toujours. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut réfléchir à la manière dont la parole du peuple s'exprime malgré ces réseaux de pouvoir, mais en l'occurrence, dans le cas de l'inceste, je ne suis pas certain que ce soit le principal problème. Oui, enfin, à ceci près que l'inceste, dans la mesure où il y a un Français sur 10 qui dit avoir été victime d'inceste, je ne pense pas que ce soit limité à un milieu social. Vous avez parfaitement raison. Donc, la question que nous devons nous poser, c'est que nous raconte ce cas-là, qu'on puisse utiliser pour régler le problème. Or, si on focalise sur la question de cette bourgeoisie de gauche, ce milieu germano-pratin, je pense qu'on passe à côté de la question beaucoup plus vaste de ce qu'est l'inceste au sein d'une famille, du caractère destructeur et de la nécessité de faire que la honte change de camp et d'arrêter donc de protéger l'institution de la famille pour faire taire les victimes. Et le deuxième point, et je pense que ce que vous disiez, Rokhaya, sur la question sur Elisabeth Guigou et le fait que, selon vous, elle n'est pas qualifiée, je pense que c'est très lié, en fait, à son appartenance à un réseau de pouvoir où ces hommes-là étaient profondément admirés parce qu'ils pensaient bien, parce qu'ils étaient dans ce qu'il faut penser dans ces milieux-là et parce que, en fait, ça fait 30 ans que ces milieux-là tiennent la France et mènent une politique qui n'est pas celle que veulent les citoyens. Donc je pense que c'est très lié. J'ai du mal à comprendre si jamais c'est un débat sur les élites ou si c'est un débat sur l'incest. Il y a les deux. Il y a des deux, mais en fait, j'ai l'impression on pose pas les solutions en fait au sujet de l'inceste. Et pour moi, j'en vois deux. Premièrement, vous parliez de la libération de la parole. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui feraient mieux de se taire. Moi, j'ai été choqué par les propos de Finkielkraut qui nous expliquait que oui, mais 14 ans, c'est pas encore une enfant. Ça fait partie en fait de cette culture du viol et de l'inceste. Puis il y a une deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on fait pour accueillir ces gens-là? Enfin, souvent, en fait, ce sont des enfants et à l'école, on ne nous parle pas de ça. C'est un tabou, parler de sexe. Oh là là, oh mon Dieu, non. Où sont les structures pour pouvoir aider ces gens-là? Et en fait, cette commission-là, elle doit formuler des propositions. Elle est empêtrée dans une affaire qui peut la décrédibiliser, mais en fait, non, il faut qu'elle se sorte vers le haut. Et il faut à la fois qu'elle accepte le fait qu'il y ait des questions de sexualité et que l'éducation nationale doit s'en mêler, et aussi peut-être prendre plus position sur des gens qui feraient mieux de se taire. Et je pense que Finkielkraut, là, lui, il est vraiment symbolique de la bêtise par rapport à ce genre de sujet. C'est ça, en fait, qui me fait ressentir cette affaire. Tirer les leçons ou faire exploser les réseaux de pouvoir, ça n'a rien à voir avec les lois du silence au sein même d'une famille. Parce que là, c'est étalé au grand jour, mais ça regarde d'abord un cercle privé, Natacha Polony. C'est donc au sein même d'une famille qu'on doit régler ces problèmes. Et quand on lit le livre ou qu'on a lu les bonnes feuilles, on se rend compte qu'au départ, certains voulaient parler, et c'est les enfants eux-mêmes qui ont dit, ou la mère elle-même, qui a dit non, on ne dit rien, pas de scandale, quoi. Donc ça regarde la famille d'abord. Non, mais on a en effet un problème. Cette affaire nous raconte ce qu'est l'inceste. Alors attention, la volonté de silence des enfants n'a rien à voir avec la volonté de silence de la mère. La volonté de silence des enfants, c'est qu'on a une victime qui ne veut pas mettre sur la place publique cela, ce qui est parfaitement respectable, mais qui, en effet, fait que les autres autour, sa sœur en particulier, se demandent ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils ont le droit de dire, dans la mesure où il faut respecter la volonté de la victime. La volonté de silence de la mère, visiblement, c'est pas exactement la même chose. C'est au contraire pour faire peser la faute sur la victime, ce qui est très différent. Donc, je pense que décrypter ces mécanismes-là, en parler, c'est nécessaire, et en effet, il faut ensuite tout un travail d'accueil, tout un travail de réflexion sur ce que c'est, tout un travail aussi de mise en avant de la psychiatrie, la psychanalyse, tous les outils qui vont aider. Mais et pas avoir peur de révéler, même si ça concerne un milieu connu et de vedettes et de personnalités. Mais je pense aussi que
cette affaire-là pose le problème des réseaux de pouvoir. Encore une fois, Marc Guillaume et Olivier Duhamel ne sont pas des personnalités totalement anodines. Et ça nous raconte, moi ce qui me frappe... Si cette affaire fait exploser les réseaux de pouvoir, tant mieux. Mais c'est ça, ce qui me frappe, c'est de voir la presse qui semble découvrir le cumul des fonctions de la part de ces gens-là. Moi, c'est ça qui m'épate. On le savait. C'est vrai qu'on a eu en quelques mois l'exposition de plusieurs cas, Adèle Haenel, Sarah Abitbol, Gabriel Matzneff l'année dernière, avec Vanessa Springora et cette année Camille Kouchner. Donc on voit que cette question-là explose à travers des visages extrêmement connus, mais en réalité c'est un mal qui est extrêmement banal. Quand un enfant sur 10 est victime d'inceste, ça veut dire que dans une classe, il y a 2 ou 3 enfants qui potentiellement sont victimes d'inceste. Et je rejoins complètement ce que disait Louis à l'instant, il faut qu'on soit tous sensibilisés. J'ai été très attentive au fait qu'Andrea Bescon, la réalisatrice du film Les Chatouilles, lorsqu'elle a mis en scène son spectacle en 2014 au Festival d'Avignon, elle avait le sentiment de mettre en scène une question très personnelle et très relative à sa famille. Elle s'est rendue compte que c'est un phénomène extrêmement répandu. Vous parliez tout à l'heure d'intimité. Moi, j'ai envie de reprendre le slogan des féministes qui dit que l'intime est politique, que le privé est politique. Parce que dans le cas de violence, qu'il s'agisse de violence contre les femmes ou contre les enfants, ça concerne l'ensemble de la société. Et ça peut pas, cette réflexion elle ne peut pas être circonscrite uniquement à la famille. Il faut qu'on la prenne en charge, ce qui veut dire qu'il faut qu'on soit sensibilisé, mais à travers la littérature jeunesse, à travers peut-être les dessins animés, et que les enfants soient habitués non seulement à détecter chez leurs camarades les problèmes, mais aussi à formuler publiquement auprès d'autres adultes le fait qu'ils soient victimes de violences. Et aujourd'hui, il y a une culture du silence qui évidemment est favorisée quand elle bénéficie à des gens qui ont d'autant plus de pouvoir qu'ils peuvent exercer des pressions pour faire taire davantage de monde. Mais ça se joue aussi au niveau de familles qui sont beaucoup moins connues et qui ont beaucoup moins de pouvoir et qui sont totalement anonymes. Donc c'est vraiment une question de système. Et là-dessus, je vous rejoins dans ce que vous disiez quand vous disiez vraiment qu'il y a un système. Oui, de système. Il y a un système qui s'appelle le patriarcat, qu'on peut appeler aussi, qui dans d'autres formulations, et aussi la culture du viol, qui effectivement dont découlent les violences qui sont le fait d'hommes qui ont du pouvoir. Moi, j'ai quand même, disons, une légère réticence sur l'emploi permanent de ce terme culture du viol qui, je trouve, est très galvaudé ces derniers temps, dans la mesure où systématiquement sur n'importe quel fait on ressort ce terme-là sans jamais l'expliquer et décrypter les mécanismes. Quant au patriarcat, je pense que oui, il y a une dimension qui est celle du patriarcat, mais on n'a pas tout dit une fois qu'on a parlé du patriarcat. C'est-à-dire que la question de l'emprise d'un individu sur un autre jusqu'à la destruction, le besoin de possession, ce n'est pas le fait du patriarcat uniquement. C'est le fait des êtres humains, quels qu'ils soient. Il y a des femmes qui exercent une emprise psychologique qui est profondément destructrice, même si elle ne se soldera pas par un acte sexuel. Donc je pense que c'est politique, ces questions-là, mais c'est aussi quelque chose de profondément intime. C'est pour ça que j'évoquais le rôle de la psychanalyse, le rôle des psychologues, parce que je pense qu'on ne peut pas non plus croire que tout est politique et relève du système patriarcal. Il faut décrypter toutes les formes d'emprise. Rapidement sur le terme de culture du viol, c'est juste les attitudes ou les formulations qui excusent le viol, comme l'a fait Alain Finkielkraut. Il l'avait pas fait, il l'avait déjà fait auparavant par rapport à Roman Polanski en disant qu'elle avait l'air plus âgée que ses 13 ans. Donc c'est ça en fait la culture du viol. On en vient maintenant après le débat à savoir si oui ou non vous avez été convaincu par la prise de position de Natacha Polony, tirer les leçons ou pas de cette affaire Camille Kouchner Duhamel. Convaincu ou pas, Geoffroy Lejeune? Moi, convaincu par l'argument de Natacha selon lequel que globalement, des têtes tombent, convaincu. Et convaincu notamment par le fait que des têtes tombent ne suffira pas, qu'il faut en tirer des leçons beaucoup plus. Maintenant, je suis pas du tout convaincu par la tournure du débat et notamment la culture du viol, le patriarcat. Mais en attendant, voilà, se contenter d'une démission, de quelques démissions, ne suffira évidemment jamais. Rokhaya Diallo. Oui, je suis convaincue du fait que c'est une étape dans le fait que la parole ne se libère pas seulement, mais qu'elle est enfin entendue et rendue crédible. Et puis sur la question, effectivement, de la légitimité de certaines personnes à porter ces questions. Louis Boyard. Je suis d'accord, mais la leçon qu'on doit tirer, c'est que l'État doit s'investir dans cette mission et protéger les enfants avec des structures. Mais c'est vous maintenant. 3 verts. Bravo pour votre première, Natacha Polony. C'est bien, on verra ce qui plébiscite. Je pense que le sujet, heureusement, a tendance à être plutôt consensuel. Au moins, oui, même s'il faut se méfier de trop de consensus. Ouais. Louis Boyard, maintenant, pour nous convaincre, qui est le porte-parole du mouvement des solidarités étudiants, d'une jeunesse aujourd'hui sacrifiée, qui se reconnaît sûrement d'ailleurs dans le coup de colère de cette étudiante de Sciences Po qu'on a pu voir, entendre sur les réseaux sociaux, mais aussi sur BFM TV. Elle a écrit au président de la République sa colère et son dépit, et elle s'expliquait dans BFM Story.
c'est un peu un trou noir, notre avenir, là, quand on se l'imagine. Enfin, personnellement, je sais pas, en fait, j'arrive pas à me projeter plus loin que la semaine prochaine, parce que je me dis, je sais pas, en fait, ce que je vais faire. Je sais que c'est le cas pour tout le monde, mais à notre âge, j'ai un peu la prétention à dire que c'est un peu plus important, entre guillemets, parce qu'on est en pleine construction encore. On a l'impression, du moins, qu'on ne nous considère pas. Alors Louis Boyard, 90 secondes pour nous convaincre que le président a laissé tomber la jeunesse, qu'il a privilégié une tranche d'âge par rapport à une autre. Je vais surtout vous parler des étudiants, parce que justement ce que je vais vous dire ce soir, c'est un cri du cœur de centaines de milliers d'étudiants qui ont déjà craqué. Ça va faire bientôt 1 an que des étudiants sont enfermés dans des logements crous de 9 mètres carrés, qui ne sortent pas, sauf pour voir les 3 mêmes amis, dans des rues vides où ils peuvent rien faire. Ça va faire bientôt 1 an qu'on a des centaines de milliers d'étudiants qui ont perdu leur emploi à cause du Covid et qui du coup n'ont plus de revenus et vivent sous le seuil de pauvreté. Et ça va aussi faire bientôt 1 an qu'on a des étudiants qui étudient encore et toujours la même chose, des cours qui n'ont pas été préparés pour ça, des examens volontairement rendus plus difficiles pour que on s'assure que les étudiants puissent plus tricher, avec les conséquences psychologiques qu'on connaît. Et quand vous ajoutez les histoires que nous racontaient nos grandes sœurs, nos grands frères sur la vie étudiante, les fêtes, les amours, les amis, c'est des moments de notre vie qu'on avait rêvé, qui sont indispensables. Et en fait, ça, on les connaîtra pas. Et en y pensant, on a juste envie de se flinguer. Et cette décision-là, il y a des dizaines d'étudiants qui ont pris cette décision en se suicidant. Et ça commence à devenir dangereux. On a 1 étudiant sur 6 qui a arrêté ses études. On a 1/3 des étudiants qui se disaient être en dépression pendant le confinement. 1 étudiant sur 3 qui s'inquiète pour sa santé mentale. Et à ça, on a quelle réponse ? 150 € pour tous les étudiants, les repas pour 1/3 des étudiants, les repas crous pour 1/3 des étudiants, et pour les autres, rien du tout. On a des étudiants qui ont brûlé des gymnases, on a des étudiants qui se sont suicidés, on a des étudiants qui ont écrit des lettres, et on s'intéresse plus aux stations de ski qu'aux 3 millions d'étudiants qui existent en France. Alors ce que je demande, c'est de s'intéresser aux étudiants, de les aider financièrement, et pitié, ouvrez les facs et donnez-nous une protection sanitaire stricte, mais réouvrez les facs. Le coup de gueule de Louis Boyard, 90 secondes là pour nous convaincre. Place au débat. Geoffroy Lejeune. Alors moi ce qui m'amuse c'est que en fait c'est là où on voit que le clivage gauche-droite qui à plein d'égards et beaucoup décrédibilisé n'existe plus, existe encore puisque vous êtes plutôt un jeune de gauche et moi je suis plutôt quelqu'un de droite. Vous utilisez beaucoup d'arguments socio-économiques, vous parlez du crous, des repas, etc. Pour expliquer que votre jeunesse est sacrifiée. Moi je suis désolé de vous dire que c'est autre chose qui m'inquiète dans la jeunesse et honnêtement je suis d'accord sur le fond en fait avec le fait que la jeunesse a été oubliée dans cette crise. En gros on est en train de vivre un tournant je pense anthropologique, c'est-à-dire que jusqu'à présent le rôle des générations plus anciennes, de ceux qui étaient entre guillemets au pouvoir et puis des générations d'anciens, c'était de préparer l'avenir de leur jeunesse. Et dans cette crise, pour la première fois, on a décidé pour sauver ce qu'on appelle aujourd'hui pudiquement les personnarismes, mais qui sont en réalité les personnes âgées, de sacrifier l'avenir de la jeunesse. Et ce que vous dites sur la fête, sur la vie, etc., est absolument juste. Donc moi je pense que la jeunesse aujourd'hui devrait se rebeller non pas pour le fait d'avoir des aides au logement, d'avoir des logements moins exigus et voilà, mais pour tout simplement avoir le droit de clamer leur volonté de vivre malgré le risque que ça fait soi-disant peser sur les personnes à risque. Il faut trouver la manière d'organiser tout ça. Je pense que depuis l'apparition du vaccin, c'est un peu moins un sujet et de dire voilà, donnez-nous la priorité par rapport à ceux que vous avez priorisés depuis 1 an. Et c'est ce cri du cœur là que je n'entends pas dans la bouche de gens comme vous, parce que j'entends des arguments presque de syndicalisme. Et je fais écho évidemment à votre passé de syndicaliste lycéen. Je pense que le vrai sujet n'est pas là. Le sujet il est métaphysique, il est de la vision de la vie. En fait, pour pouvoir vivre, on a besoin d'argent. Et peu d'étudiants ont de l'argent aujourd'hui. Déjà parce que quand on est étudiant, on ne comprend pas si jamais c'est nos parents qui doivent financer nos études, l'État, les bourses, ou si c'est nous qui devons travailler. Donc déjà, tous les étudiants ne peuvent pas vivre. Après, oui, bien sûr. Ça c'est vrai, mais le problème quand vous présentez le problème comme ça, c'est que le gouvernement vous répond avec une aide. Et il dit, voilà, on s'est occupé des jeunes, on leur a filé une aide. Le problème, c'est que ce que vous voulez au fond, c'est pas une aide. Ce que vous voulez au fond, c'est une attention, une préoccupation et une possibilité de vivre. En fait, si jamais ils réouvraient les facs et sans offrir un accompagnement financier aux étudiants, ce serait une catastrophe. Quand je vous ai cité les centaines de milliers d'étudiants qui ont perdu leur emploi, qui vivent sous le seuil de pauvreté alors que la situation était déjà catastrophique avant, bien sûr qu'il faut s'occuper de l'aspect financier, mais il faut aussi s'occuper de l'aspect de la vie, et j'irai même plus loin, de l'aspect de l'avenir. Je parle à tous les étudiants autour de moi, et on est dans la même situation. Moi, je pense à la semaine prochaine. Je suis désespéré des 3-4 prochaines années qui vont suivre. Qu'est-ce qui va valoir mon diplôme? Est-ce qu'il y aura encore du travail après la crise qu'on a connue? Le monde va changer, le réchauffement climatique, on l'oublie parce que Greta Thunberg, on n'en parle plus, mais c'est des choses qu'on a en tête, et on nous a tellement dit, c'est super, vous mobilisez les jeunes. Et derrière, on nous a tapé dans la main et plus rien. Et là, encore une fois, on nous a dit, c'est super les jeunes, vous luttez contre la crise sanitaire. Chez vous. Et là, on nous tape dans la main et plus rien. Et en fait, les jeunes, on a l'impression d'être pris pour des cons. Natacha Polony.
J'ajouterais que je pense que la dimension de souffrance psychique que vous évoquez est absolument essentielle et qu'on ne mesure pas ce que ça va donner dans les années qui viennent. Donc oui, je partage votre point de vue, même si je suis d'accord avec Geoffroy Lejeune sur un point qui est que, en fait, nous sommes face à un problème beaucoup plus vaste que celui des aides, de la disparition des jobs étudiants. Ça, c'est une question de survie immédiate qui est en effet essentielle parce que il y a déjà un problème de pauvreté étudiante et que là, ça s'est amplifié. Les étudiants ne sont pas les seuls sacrifiés. De toute façon, tous les précaires, de toute façon, on a des pans entiers de la société qui sont en train de s'effondrer. Et je crois qu'il faut se poser la question collectivement des choix que nous faisons, des arbitrages qui sont les nôtres. Est-ce que nous avons réellement choisi ces arbitrages? Je pense que c'est une question qu'il va falloir se poser. Et il me semble que... Le retraité est protégé, l'étudiant sacrifié. La question de savoir exactement ce que c'est que la transmission entre générations et ce que c'est que de penser l'avenir d'une société, je pense que c'est escamoté pour une raison, et une raison essentielle, c'est qu'aujourd'hui nous avons des gouvernants qui sont obligés de prendre des décisions sous le regard des médias, des réseaux sociaux, et qui donc arbitrent en fonction du court terme contre le long terme. Or, tout ce que nous évoquons là, c'est du baromètre long terme, de réaction, et ça ne se verra pas. C'est-à-dire que les morts, les suicidés, les souffrances psychiques, ça ne se voit pas. Il n'y a pas les chiffres tous les soirs lors des journaux télé. Alors, d'accord. Oui, je suis d'accord. Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la question de la santé mentale. Je pense qu'on ne peut pas mener une politique sanitaire sans inclure la santé mentale. La santé mentale, ça fait aussi partie de la santé d'un individu. Et je trouve qu'on a vraiment une grande négligence en fait de la part du gouvernement de la prise en charge de la santé, et en particulier des jeunes qui vivent dans des conditions de précarité qui préexistaient en fait la crise. Je veux dire, auparavant, la question de la précarité étudiante, la malnutrition, la question aussi par rapport à la santé mentale, la question des addictions qui se sont aussi amplifiées pendant cette période. C'est une question qu'on ne prend pas suffisamment en considération et donc est-ce que ça doit se régler uniquement avec une allocation ou un RSA étendu aux étudiants ou c'est plus large que ça? Il y a la question de la subsistance économique, et ça c'est important. Il y a énormément d'étudiants qui sont boursiers et qui parfois ont besoin, soit en plus de la bourse, soit parce qu'ils n'en ont pas, d'avoir des jobs étudiants, et qui aujourd'hui ne peuvent pas assurer ce besoin. On a aussi la question des étudiants qui viennent des Outre-mer, dont certains étaient bloqués dans l'Hexagone et donc étaient en plus coupés de leurs liens familiaux, de leur environnement, de l'environnement dans lequel ils ont grandi. Et pour moi, la question de la santé mentale, c'est une autre question. Il y a vraiment cette question de la prise en charge psychologique de personnes qui sont en détresse parce qu'elles vivent entre quatre murs, qu'elles ont des liens sociaux qui sont réduits, et parce que les conséquences de ça, comme l'a dit tout à l'heure Natacha Polony, vont perdurer bien au-delà de la crise. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer une génération qui va développer des troubles dont aujourd'hui, en fait, on n'essaye pas d'anticiper les conséquences. En fait, c'est pas que la jeunesse est sacrifiée. On n'est même pas méprisé, c'est juste on est oublié. Et pas seulement du gouvernement. Peu de médias ont parlé des étudiants. Il y a eu une dizaine de suicides ce mois-ci. On n'en a quasiment pas parlé. Et en fait, c'est tout un système qui oublie les étudiants. Et pourquoi est-ce que je vous ai beaucoup parlé de l'aspect économique? C'est parce que, en fait, par exemple, vous avez parlé de santé mentale. Aujourd'hui, on a 30 000 étudiants pour un psychologue. Comment est-ce qu'on va résoudre ça? Il va falloir mettre de l'argent. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on a constamment fait des coupes. Là, c'est même plus une question d'argent. C'est uniquement une question de prioriser sa politique. Et, encore une fois, ça a été oublié. Et les étudiants aussi, d'ailleurs, ils se sont mobilisés. Ils ont fait plein de manifestations. Personne ne les a jamais écoutés. Je ne sais pas si vous vous rappelez des étudiants qui avaient cassé le portail de Frédéric Vidal. Il y a 1 an, ça avait fait scandale. Qu'est-ce qui a changé depuis? Rien du tout. Oui, mais pardon. Allez. Non, je pense que nous abordons là une question qui est beaucoup plus vaste, qui est la question de l'ensemble du système d'enseignement supérieur français, qui est totalement laissé à l'abandon, et il n'y a plus aucune réflexion sur ce à quoi doit servir un système d'enseignement supérieur, en particulier l'université. Je pense que là, il faudrait réfléchir aussi à l'orientation des étudiants, c'est-à-dire que quand on entasse des étudiants dans des filières dont on sait très bien qu'elles ne mèneront nulle part, qu'elles ne donneront pas de travail, que les diplômes sont vidés de leur substance et qu'on a des jeunes qui restent 1 an, 2 ans, 3 ans en première année de licence, ça aussi c'est de la maltraitance contre les étudiants. Et je pense que repenser entièrement les systèmes de formation, d'orientation pour essayer d'orienter vers des filières qui vont donner du travail, de l'épanouissement, qui vont permettre de réussir sa vie, me semblerait intéressant. Mais ça n'a jamais été fait. Ça fait des années qu'on n'a pas de réflexion sur l'université. Si je peux terminer sur des réflexions, nous en tout cas, voici les propositions que je fais, c'est pour répondre aux problèmes économiques, un revenu pour tous les étudiants. Comme ça, on ne dépend pas des parents.
parents d'une bourse à moitié faite. Et puis sur l'enseignement supérieur, je vous en parle en tant que jeune, on a le réchauffement climatique qui arrive, il y a plein d'emplois à créer, l'université ne s'adapte pas au réchauffement climatique, ouvrons des filières sur ce sujet, ouvrons du travail, et là la solution elle sera en partie réglée. Ah bon, on va voir s'il vous a convaincu, l'ami Louis Boyard. Geoffroy Lejeune, on va voir si c'est un vert ou un rouge. Non, mais moi je vais donner un vert parce que je suis préoccupé par la jeunesse. En revanche, par contre, je suis pas d'accord avec les solutions préconisées par Louis, mais ça n'empêche pas d'être d'accord sur le diagnostic, donc au moins. Convaincu, Natacha Polony. Oui, même chose. Je pense qu'on pourrait débattre de beaucoup de choses sur les orientations et les filières. Ouais. Après, on est d'accord qu'en effet, il y a un sacrifice majeur et qu'il y a une souffrance qui est terrifiante. Ok, Diallo. Bien, je suis convaincue aussi, et aussi avec les solutions qui sont proposées, qui, pour moi, explorent des pistes qui mériteraient d'être creusées. Ah bah, souhaitons que ça remonte jusqu'à Madame Vidal. Peut-être que Louis Boyard sera reçu au ministère. On ne sait pas où elle est. Ah bon, un avis de recherche alors si vous avez des nouvelles de Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Rokhaya Diallo maintenant, écrivaine, réalisatrice, l'Amérique fracturée, les 70 millions d'électeurs de Donald Trump, mauvais perdants. Qu'est-ce que ça donne? Il suffit de les réécouter. Je crois Donald Trump et je crois que cette élection lui a été volée par Joe Biden et ses amis démocrates. Je viens de Chicago et nous souhaitons que Donald Trump soit réélu. Nous ne voulons absolument pas que l'élection lui soit retirée. Il a gagné légitimement. Et si tu accèdes à la présidence, même si tu as perdu, tu es quand même un loser. 90 secondes pour nous convaincre que l'Amérique est fracturée, que les suprémacistes et racistes gagnent du terrain. Rokhaya Diallo. Oui, je crois que Donald Trump, pendant sa présidence, a attisé les flammes sur une situation qui était déjà extrêmement critique. Je crois qu'on a quand même beaucoup, en décrivant les manifestants comme de simples émeutiers, minoré la réalité de la gravité de ce qui s'est passé au Capitole. En France, on a beaucoup insisté sur le caractère assez folklorique de certains déguisements, mais en réalité, il s'agissait pour beaucoup de suprémacistes blancs, de néo-nazis. Certains sont venus avec des inscriptions négationnistes, antisémites. C'est quelque chose qui était prévisible, qui avait été déclaré, annoncé sur plusieurs réseaux sociaux. De nombreux militants, en fait, pro-Trump avaient annoncé cette volonté d'investir le Capitole le 6 janvier. Et pour moi, ça fait écho à une situation qui préexistait ce 6 janvier, puisque on a déjà vu des suprémacistes blancs pro-Trump, en tout cas proches de cette mouvance, organiser des attentats. Il y a eu un attentat, par exemple, à Charleston, dans une église noire en 2015. En 2017, c'est une synagogue qui a été attaquée à Pittsburgh. Et c'est vrai que ça fait écho à cette question des suprémacistes. Des policiers noirs qui étaient face aux manifestants pour protéger le Capitole ont dit qu'ils ont été injuriés, qu'ils ont été traités de nègres alors qu'ils représentaient la nation. Je crois que le déploiement de force a été sous-estimé par rapport à ce qu'on a pu voir contre les militants pacifiques de Black Lives Matter qui réclamaient la justice. Donald Trump a insufflé la haine depuis très très longtemps, c'est pas nouveau, c'est pas depuis la suppression de son compte Twitter. Et je tiens aussi à dire que le jour même de l'insurrection, 45% des militants républicains soutenaient l'invasion. Et donc une manière de dire que le Trumpisme n'est pas mort et qu'il a bien gangréné la société américaine. Eh ben, place au débat maintenant, vous avez terminé 3 secondes avant, bravo Rokhaya Diallo. Place au débat, Trump a attisé la haine et installé le racisme ou plutôt amplifier le racisme aux États-Unis. Geoffroy Lejeune. Écoutez, je suis en désaccord absolu total avec ce que vient de dire. Donc moi, j'aurais pas 3 verres. De la part de Geoffroy Lejeune, c'est étonnant. Non, mais je vais vous dire pourquoi. C'est vraiment, et comme vous êtes parmi vos nombreuses activités aussi journaliste, moi, c'est vraiment un débat que je voudrais qu'on ait sur le terrain des faits et de la réalité. C'est-à-dire que j'ai regardé avant de venir pour vous répondre sur ce sujet. Vous savez qu'on a dit après l'élection de Donald Trump qu'il avait amplifié son score chez les minorités. C'est-à-dire que vous venez de décrire un président qui, pendant 4 ans de mandat, aurait opprimé certaines minorités. C'est intéressant de voir que chez les Afro-Américains, il est passé de 8 à 12%, donc ils ont voté plus pour lui après qu'avant. Et chez les Latinos, je crois qu'il passe de 28 à 32, donc c'est un peu dans les mêmes proportions. Ce qui veut dire du coup que plus de gens ont été satisfaits, y compris chez ceux qui sont pas des blancs, des WASP, comme on pourrait décrire ces électeurs, ont été satisfaits de son mandat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, mais l'événement historique d'affrontement, de tension, disons, raciale aux États-Unis du mandat de Donald Trump, c'est pas... Il y a les attentats, vous avez raison de le rappeler, mais c'est l'événement historique, c'est Black Lives Matter. Et vous avez dit un mouvement pacifique. Pas uniquement, il faut quand même rappeler pardonnez-moi, il y a eu plus de morts pendant Black Lives Matter, d'agressions contre les policiers, contre des commerçants, etc., des émeutes beaucoup plus violentes qu'au Capitole, où c'était
certes grave parce qu'il y a 5 morts, mais c'était beaucoup moins d'ampleur, ça n'a pas duré, etc. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est que je connais, puisqu'on se fréquente sur les plateaux de télévision ou à la radio depuis longtemps, vos théories et ce que vous pensez sur le sujet. Moi, j'ai envie de vous répondre que la véritable chose qui m'inquiète, puisque Trump s'apprête à terminer son mandat, sur le plan des tensions raciales aux États-Unis, qui évidemment existent, je vous enlèverai jamais ça. C'est la déclaration de Joe Biden, une des premières déclarations de Joe Biden, qui récemment, je crois que c'était hier ou avant-hier, explique que pour reconstruire l'Amérique après le coronavirus, son gouvernement, son administration va accorder davantage d'aide aux entreprises dirigées par des latinos, des blacks, des femmes, et évidemment, il ne mentionne pas la population des fameux blancs américains. Je me suis interrogé là-dessus. Quelle est la volonté, à part justement d'envoyer ce message-là qui est le même que celui que vous défendez? Comment voulez-vous réconcilier un pays en excluant une partie de cette population de manière aussi volontaire, aussi manifeste? Je pense que c'est une forme de racisme contre laquelle vous devriez vous ériger aujourd'hui, au lieu de dire Trump, alors qu'on tourne la page, que c'est lui qui est le problème et que c'est lui qui a attisé les haines. Honnêtement, je pense vraiment que c'est pas le cas. Alors la page de Trump n'a pas été tournée. Moi, je rappelle que pendant ses meetings, il disait qu'il paierait les frais d'avocats et supporters qui s'en prendraient physiquement à leurs opposants. Moi, j'appelle vraiment ça l'incitation à la haine et à la violence physique. Il l'a dit à plusieurs. Oui, mais je veux dire, un candidat ou un président qui dit de telles choses, qui dit qu'il est prêt à couvrir juridiquement des personnes qui s'adonneraient à des actes de violence, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Alors, ça ne s'est jamais vu. Alors, je veux juste développer par rapport à la comparaison. Les personnes qui sont venues envahir le Capitole et sont venues investir une institution dans le but d'influer, même d'infléchir un processus législatif démocratique en cours. Certains sont venus avec des liens parce qu'ils avaient l'intention de capturer des personnes du Congrès et de les kidnapper pour les faire taire, tout simplement. Certaines personnes ont appelé à pendre Mike Pence, qui est même de leur côté, parce qu'il avait fait défaut dans une forme de son soutien à Donald Trump. Et je pense que comparé à Black Lives Matter, qui est parti d'une injustice, de la mort d'un homme, de gens qui demandent l'égalité raciale, pour moi, ça n'a pas de comparaison. Et pour en revenir à la question de soutenir... le nombre de morts n'est pas le même, c'est juste ça que je veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le point de départ, c'est la mort de personnes du fait de leur couleur de peau entre les mains de la police. Et pour en revenir au soutien d'entreprises qui sont tenues par des minorités ou par des femmes, c'est tout simplement que statistiquement, les personnes qui sont minoritaires ou les femmes, et c'est le cas aussi en France, obtiennent beaucoup moins de soutien, de prêts, de confiance de la part des institutions financières que le reste de la population. Donc c'est juste une compensation. Non, mais vous légitimez une politique basée sur la couleur de peau, pardon. Il y a un premier truc par rapport à ce qu'il dit, est-ce que l'Amérique est plus fracturée que jamais, plus raciste, plus blanc? Moi, je pense que oui, parce que avec Black Lives Matter, Donald Trump a quand même fait deux camps, le camp de la loi et de l'ordre et les autres. Et en fait, les autres, c'était des personnes qui manifestaient pour leurs droits civiques. Mais en fait, si. Parce que quand vous avez une population qui vient et qui proteste et qui dit, bah écoutez, moi en tant que population, je vous le dis, là franchement, c'est chaud. Là vraiment, c'est n'importe quoi. Et que Donald Trump répond, non, c'est faux, vos revendications sont totalement fausses. On a une population qui porte des revendications, qui sont tues, et en plus, Donald Trump les cible. Il montre que ce sont des ennemis de la loi et de l'ordre. Il faut le rappeler. Pardon, je suis désolé. Non, mais moi, deux attentats, c'est sans commune mesure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre des gens qui viennent dans une église noire pour tuer des gens et des gens qui vont dans une synagogue pour tuer des personnes juives, il y a aussi des gens qui avaient pour projet de kidnapper, ça a été déjoué par les services de l'ordre, de kidnapper la gouverneure du Michigan. Je veux dire, il n'y a pas de comparaison. La question n'est amplifiée par Trump. La question n'est pas de relativiser ça. Ce sont ses partisans. La question n'est pas de relativiser ça. Et Trump n'a jamais voulu dénoncer les pratiques des suprémacistes blancs. C'est-à-dire que quand il y a eu cette manifestation où il y a eu une femme morte antiraciste, il a dit que d'une certaine manière, les suprémacistes et les antiracistes, c'était, il y avait des méchants des deux côtés. En fait, je dirais que oui, ça s'est accru parce que les ciblant Donald Trump, il a énervé cette partie de la population qui disait, non, en fait, c'est n'importe quoi. Et de l'autre, il a beaucoup soutenu les suprémacistes blancs. Et en fait, les deux se sont radicalisés des deux côtés. C'est impossible de s'entendre. Mais comment vous expliquez alors, Natacha Polony qui n'a pas encore parlé. D'accord avec... Alors, je pense que là où vous avez raison, c'est que Donald Trump a radicalisé ce pays comme jamais. Il a amplifié des fractures. Mais c'était des fractures qui préexistaient. Ça, c'est le premier point. Et il va falloir expliquer pourquoi. Et si on a 72 millions de gens qui ont voté pour Donald Trump après 4 ans qui étaient délirants, effarants, s'il y a encore 72 millions de gens qui votent pour lui, je pense qu'il faut essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui dépassent Donald Trump et qui expliquent ça. Et je ne serai pas comme vous à réduire la prise du Capitole à l'action de suprémacistes blancs dans une forme de racisme. Je pense qu'il y a un problème racial aux États-Unis qui est majeur, qui est crucial et qui se creuse, qui n'a jamais été réglé. C'est-à-dire que, hélas, le mandat de Barack Obama n'a absolument pas réglé cette question-là. Et je ne pense pas, hélas, que Joe Biden va régler cette question-là non plus. En revanche, je pense que si on se focalise uniquement sur la question raciale en oubliant
aussi les questions sociales, en oubliant qu'il y a des tensions qui dépassent ces questions-là ou d'autres qui, en fait, sont une fracturation de la démocratie, là, on risque de passer à côté. C'est-à-dire que les gens qui ont envahi le Capitole, c'est pas seulement qu'ils sont racistes. Il y a ceux qui ont envahi le Capitole sont, en effet, dans cette mouvance-là. Les 72 millions de gens qui ont voté Trump ne sont pas tous totalement racistes. En revanche, je pense que ce qui est caractéristique, c'est que ce sont des gens qui sont incapables désormais de s'entendre sur les faits, d'entendre la réalité des choses et qui ont décidé de vivre dans un monde parallèle de réalités qui leur plaisent, où ils ont décidé que Donald Trump avait gagné cette élection. Ça, c'est gravissime. C'est-à-dire que dans une démocratie, si on ne peut plus s'entendre sur les faits, si on ne peut plus être d'accord sur l'analyse du réel, il n'y a plus de dialogue possible. Cela dit, il faut ajouter que c'est vrai aussi de la part de radicaux du côté démocrate et du côté, on va dire, par exemple, de tous les militants qui sont en train d'imposer aux États-Unis une vision qui est censée être antiraciste et qui le devient par certains côtés. Je pense notamment à ce qui s'est passé dans l'université d'Evergreen, où un professeur s'est fait agresser par des étudiants, traité de raciste et a perdu son poste parce qu'il s'opposait à ce qu'il y ait une journée d'exclusion des Blancs. Je pense que si on a un pays avec d'un côté des gens qui trouvent normal d'exclure les Blancs parce que ça permettrait des safe spaces, c'est-à-dire des endroits où les gens racisés se sentiraient bien, et qu'on a de l'autre côté des suprémacistes blancs, des cinglés qui en effet ne croient plus à la démocratie ou sont persuadés qu'on leur a volé leur démocratie, alors ce pays va à la guerre civile. Et je crois que c'est profondément inquiétant. Alors là où je vous rejoins, c'est que les États-Unis sont un pays structurellement raciste. Il s'est fondé sur le génocide des populations natives et sur l'exploitation du travail gratuit de populations massivement déportées du continent africain. Et que ça a duré plusieurs siècles et on en voit encore les résidus aujourd'hui. J'ai pas évoqué la question des personnes natives américaines, mais qui se voient aussi spoliées par l'exploitation de leurs terres, de leurs terres sacrées, de leurs eaux sacrées. C'est les Indiens. Absolument, les populations effectivement qu'on appelle... les Indiens ici, en Europe. Voilà, c'est ça. En Europe, on les appelle Indiens, mais les Indiens, en fait, habitent en Inde. Donc, ce sont des populations issues de plusieurs communautés qui étaient présentes avant que les États-Unis soient les États-Unis. Et donc, ça, c'est structurel. Ça existait même avant que les États-Unis ne soient un pays. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas faire d'équivalence entre des personnes qui sont en situation de pouvoir et de domination avec des personnes qui n'en ont pas. Pour moi, ce qui se passe en termes idéologiques dans la pensée antiraciste américaine, ce n'est pas une pensée qui vient contester la démocratie et qui vient jusque dans l'entrée du Capitole dire ce n'est pas notre président, nous décidons de renverser le pouvoir et de faire autre chose. Pour moi, il n'y a absolument pas de comparaison avec des personnes qui viennent en plus armées dans le but d'infléchir un mouvement qui les dérange. Fin du débat et de la discussion. On va voir combien de verts et combien de rouges maintenant pour recueillir. Oui, je pense que je serai moins populaire que les autres. Convaincu, Louis Boyard? Convaincu, c'est factuel, ça s'est radicalisé. Trump, il a fait une campagne raciste, ça a convaincu, malheureusement, factuel, il y a plus de racisme aux États-Unis. Natacha Polony. Ah, j'hésite, j'ai envie de vous dire convaincu parce qu'on se retrouve sur la fracture qui est en train de miner les États-Unis, même avec toutes les réserves que je viens d'émettre et où je pense que vous avez un prisme qui rate une grande partie du problème. Alors, convaincu ou pas? Oui. Je dis quand même convaincu parce que je suis très très bon public. Geoffroy Lejeune? Non, évidemment pas convaincu, mais promis, ça arrivera un jour, Rocaille me convaincra de quelque chose. Bon, ça fait quand même 2-1. 2 verres pour vous, Rocaille. Et on va terminer avec le débat autour de Geoffroy Lejeune, Valeurs Actuelles. Demain, prise de parole du Premier ministre pour de nouveau annoncer aux Français des mesures parce que la situation sanitaire n'est pas bonne, parce que le variant est là, parce que le taux de contamination est toujours au plus haut. Finalement, on se dit que demain va ressembler à la semaine dernière avec Jean Castex. La situation est loin d'être revenue à la normale. Le niveau des contaminations dans notre pays reste élevé. Il a même tendance à progresser depuis la mi-décembre. Nous étions alors en moyenne à 10 000 contaminations par jour. Nous sommes aujourd'hui un peu au-dessus des 15 000 cas quotidiens, soit 3 fois plus que l'objectif, vous vous en souvenez, de 5 000 cas par jour que nous nous étions fixés. Voilà, la situation n'est pas bonne, la situation s'aggrave. Geoffroy Lejeune, 90 secondes pour nous persuader qu'aujourd'hui, on joue avec la stratégie de la peur. Exactement. Écoutez, moi, je ne supporte plus ces points presse réguliers où on nous explique que tout va très mal, que c'est gravissime. Donc, je suis comme tout le monde dans l'attente des mesures annoncées demain par le gouvernement. On ne sait pas si on va être confiné, reconfiné pour une 3e fois. Est-ce que ça sera 18h et tout ça, on attend. Et j'ai été frappé par des déclarations en public depuis hier. Le grand retour médiatique de Jean-François Delfraissy, qui était le président du Conseil scientifique
scientifique qui lui est venu nous expliquer que les variants étaient une catastrophe, que le variant britannique et le variant sud-africain changeaient la donne, qu'on n'était même pas sûr pour le sud-africain que le vaccin allait pouvoir le régler, etc. Et je ne peux pas y voir autre chose qu'une forme de préparation des esprits au fait que des mesures vont continuer à être appliquées. Et j'appelle ça marketing ou politique de la peur parce qu'en réalité, c'est très compliqué aujourd'hui de s'y retrouver quand vous êtes un citoyen normal qui essaie de faire ce qu'on lui demande et qui n'est pas spécifiquement inquiet de contracter ce virus parce que n'étant pas dans une population à risque et ne risquant pas de contracter des formes graves. Ce que je finis par constater, c'est que on nous demande de nous intéresser à des indicateurs qui changent en permanence, c'est-à-dire taux d'incidence, nombre de contaminations, nombre de morts. On change d'indicateur en fonction des moments pour accepter de plus en plus de privations de liberté. Et à la fin, quand vous regardez ce qui reste, si on s'intéresse juste à la chose grave, à savoir le nombre de morts, et à ce qu'on a comme solution, à savoir le vaccin, vous arrivez dans une situation où vous vous rendez compte que si aujourd'hui on était en mesure de vacciner très rapidement les personnes à risque, celles qui prennent vraiment un risque quotidien avec leur santé si elles contractent le virus, eh ben on pourrait rouvrir ce pays, on pourrait respirer à nouveau. Et aujourd'hui, c'est l'incapacité logistique du gouvernement de faire face à cette situation qui fait que on n'y a pas droit. Bref, je veux arrêter d'être gouverné par la peur. Alors d'accord avec ça ou pas? On est dans une stratégie de la peur, Rokhaya Diallo? Moi, je ne sais pas si c'est une stratégie de la peur ou si c'est une série d'actes liés qui liés à de l'incompétence qui effectivement génèrent de la peur. C'est-à-dire que quand on a face à nous des personnes qui sont censées nous gouverner, qui font preuve d'aussi peu qui ne sont pas forcément d'aussi peu de compétences, tout simplement. On a vu quand même depuis l'année dernière entre les mensonges, les oublis, les mauvais choix. Je pense que ça génère de la peur parce qu'effectivement, on confie un mandat à des personnes qui sont censées nous accompagner dans des situations de crise et finalement on voit des personnes qui d'une part peuvent nous cacher une partie de la réalité et d'autre part commettent des erreurs qu'ils ne reconnaissent pas et d'une certaine manière déportent leur responsabilité sur des attitudes qui seraient celles des citoyens. C'est anxiogène. Donc oui, évidemment. C'est anxiogène. Et nous gouverner par la peur, c'est nous faire accepter les privations de liberté. Enfin, c'est le raisonnement de Geoffroy Lejeune. Ça, pour moi, c'est un autre débat. Je ne sais pas si c'est volontaire, en fait, la question de la peur. Après, il est certain qu'on est dans une situation où, effectivement, on nous dit des choses qui nous contraignent, d'une certaine manière, à ne pas avoir d'autre choix que d'accepter les privations de liberté, alors même que le problème initial, c'est quand même un problème de manquement successif. Alors, honnêtement, la remarque est extrêmement juste. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'incompétence et il y a la question des mensonges qui, quand même, sont globalement extrêmement avérés. On peut prendre le raisonnement dans les deux sens. Moi, je dis que c'est pour nous faire accepter des privations de liberté. En réalité, vous avez parfaitement raison. Le marketing de la peur, la dialectique de la peur, ça peut être une réponse à l'incompétence et au mensonge, c'est-à-dire une façon de justifier a posteriori le fait d'avoir fait des erreurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, quand vous avez raté l'étape des masques, l'étape des tests et maintenant celle du vaccin, le seul moyen de convaincre que c'est pas votre faute, c'est d'expliquer que ce virus est incroyablement violent, incroyablement contagieux, qu'on n'y peut rien. Regardez d'ailleurs, tous les pays du monde, je suis désolé, c'est pas vrai, tous les pays du monde ne vivent pas la même chose et pourtant on nous rabat les oreilles avec ça, pardon. Moi en fait ce que je pense c'est que stratégie de la peur. Je dirais pas stratégie de la peur parce que ça sous-entendrait que ce soit délibéré et je les pense plus inquiétants plus incompétents que cyniques. C'est plutôt mon analyse sur ce gouvernement, mais ce que j'observe quand même, c'est que les gens sont pas d'accord en fait. En fait, les gens en ont marre de tout ce qui est confinement, tout ce qui est masque dans la rue, et pourtant tout le monde veut ça parce qu'on n'a pas le choix. Moi, je suis le premier à mettre mon masque partout, et donc pourtant vous en avez marre. Et j'en ai marre. Et en fait, je pense que ce qu'il a manqué dedans, c'était en fait le consentement. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment eu un travail qui soit fait avec la population pour avoir l'avis des gens et derrière fabriquer le consentement. C'est ça en fait qui a beaucoup manqué. Et j'aimerais juste revenir sur quelque chose. Quand vous parlez de protéger la population à risque, en fait, il y a aussi toute la jeunesse qui vit encore chez ses parents ou qui doit les fréquenter. Et donc du coup, moi, je peux surtout pas attraper le Covid, pas parce que j'en ai peur pour moi, mais j'en ai peur pour mon entourage. Donc on a quand même une grosse partie de la population. Si jamais on compte toutes les personnes qui sont en contact. Voilà, je ferai juste cette précision. Je suis d'accord avec vous, mais en fait, à ce compte-là, en fait, vous êtes en droit de demander au gouvernement de vraiment être en mesure de vacciner vos parents, puisque vous parlez de votre cas personnel, et à ce moment-là, puisqu'ils ne pourront plus contracter le virus, vous n'aurez plus aucun problème, en tout cas pas dans sa forme la plus grave, aucun problème à aller les voir. Ça, honnêtement, c'est une exigence que moi je trouve extrêmement légitime, qu'on n'est aujourd'hui pas fondé à formuler, parce que on nous explique toute la journée que rien n'est sous contrôle, que ça peut repartir à tout moment. C'est pour ça que je dis, on est tétanisé par cette peur, et aujourd'hui, elle nous gouverne complètement, et ils se servent d'elle pour gouverner. Natacha Polony. C'est en fait une mécanique double. C'est-à-dire que... Il a raison. On est dans la stratégie de la peur ? Oui, on est dans la stratégie de la peur en réponse à quelque chose d'assez frappant qui est aussi la peur que les gouvernants ont
des citoyens. Vous parliez du consentement à l'instant. Mais en fait, ce qu'on a vu depuis le début de cette pandémie... Il y a déjà des plaintes contre le gouvernement. Oui, c'est tout le problème. Des avocats qui ont le dossier sur la table. Il y a eu des perquisitions. Les menaces judiciaires sont une ânerie parce que ça augmente cette mécanique perverse où on a des gouvernants qui sont tétanisés de trouille de se retrouver devant des cours de justice, mais trouille aussi parce qu'ils ont l'impression d'avoir des citoyens qu'ils ne tiennent plus. Et là, au fur et à mesure, on a vu évidemment les bêtises qu'ils ont faites, les mensonges qu'ils ont accumulés. C'était pour cacher ça, sauf qu'à aucun moment, ils n'ont travaillé, en effet, sur la question de savoir tout simplement ce que c'est que des citoyens, c'est-à-dire des gens qui doivent décider eux-mêmes de leur destin. Vous avez un gouvernement qui a réussi, là, quand même, parce que là, vous êtes en train de crucifier la stratégie actuelle. En Europe, vous avez un gouvernement qui a réussi tout parfaitement quand même. On a des gouvernements qui inspirent peut-être plus confiance parce qu'ils sont plus transparents. Je pense par exemple quand la manière de communiquer d'Angela Merkel est quand même... Ce qui n'a pas empêché des larmes avec les patrons des Länder en disant qu'ils avaient échoué, qu'il fallait l'écouter. Bien sûr, mais il y a quelque chose de plus digne en fait dans la manière de communiquer, de reconnaître qu'effectivement on est dans une... Vous voulez une mère plutôt qu'un père. Non mais très technique. Pas du tout. C'est féminin ou masculin, mais plutôt quelqu'un... C'est comme ça qu'on l'appelle l'outil là-bas. Oui, c'est ça. Oui, après elle a été élue à une époque où peut-être c'était plus acceptable de qualifier aussi les femmes. Il y a le cas de l'Allemagne, en effet, où il y a une forme de transparence dans la communication. Oui. Il y a le cas de la Grande-Bretagne, où malgré toutes les erreurs, toutes les plantades qu'il y a pu y avoir, tout de même, les choix sont discutés dans un Parlement digne de ce nom. Et donc, il ne se passe pas ailleurs, dans la rue, dans la contestation. Donc, je pense qu'on peut trouver d'autres endroits où la démocratie fonctionne un petit peu mieux. Mais je pense qu'en effet, cette stratégie de la peur, c'est un problème démocratique. C'est le virus qui fait peur. C'est le variant qui fait peur. C'est pas le gouvernement qui fait peur, qui a écrit le scénario de la peur. C'est le discours tenu par le gouvernement qui fait peur, parce qu'en réalité, si vous regardez, et ça le gouvernement ne nous l'a jamais dit, la létalité du virus est très faible, le nombre de morts dans l'absolu par rapport à la population n'est pas très important. Et pour répondre à votre question d'avant, si on peut trouver des gouvernements qui ont réussi des choses que notre gouvernement n'a pas réussi, les pays asiatiques par exemple assez vite ont réussi, parce que bon, ils ont certes une culture qui leur permet d'aller plus vite, mais ils ont eu des masques très rapidement. Sur la question du vaccin, on a parlé de l'Allemagne, Israël aussi, il y a des chiffres phénoménaux. Je veux dire, on a le droit en fait encore de questionner ça. Encore une fois, la manière de communiquer du gouvernement fait plus peur que le virus lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas concernés par les formes graves du virus, qui vivent dans la peur et qui vivent sous une injonction de se conformer de manière hyper docile. Prendre ses précautions, c'est pas se conformer, c'est pas être docile. Écouter les recommandations, ce n'est pas de la docilité ni de la passivité. Sauf que tout repose sur les épaules des citoyens qui sont obligés d'accepter des recommandations de plus en plus dures. Je veux dire, le port du masque est quand même quelque chose de nouveau dans notre culture. Vous ajoutez à ça les confinements, le couvre-feu, les gens qui peuvent pas travailler, les étudiants dont on a parlé tout à l'heure, tout ça pour, à la fin, sauver 11 millions potentiellement de victimes de ce virus. Pardonnez-moi, le gouvernement est obligé aujourd'hui, pour masquer ses échecs, de dire que tout ça est très dangereux. Ça n'est pas vrai. Oui. Et puis, en fait, on est d'accord, bien sûr qu'il faut faire des sacrifices, et bien sûr qu'on est obligé de souffrir dans cette situation. Voilà, c'est exceptionnel. Par contre, c'est le comment c'est fait. Parce que quand on souffre, par exemple, d'un confinement, ce qui s'est passé avant, c'est qu'on s'est assis devant sa télé et on a regardé le grand chef décider tout seul de ce qui s'est passé. Et même pas pendant toute la crise sanitaire, pas un seul moment, j'ai eu le sentiment... ou un référendum d'initiative citoyenne. Pas du tout, mais par exemple, regardez, il a essayé des choses. La Convention citoyenne pour le climat, il a essayé de réunir des gens avec les vaccins, mais je sais pas, par exemple, envoyer des mails, c'est très bête, laissez-nous cliquer sur quelque chose, mais donnez-nous au moins le sentiment de faire partie de quelque chose. J'ai pas l'impression qu'on fait partie de quelque chose, j'ai l'impression que c'est Emmanuel qui décide tout, Emmanuel Macron qui décide tout. Il a été élu pour ça, remarquez. Non, il n'est pas élu pour ça, pardon. Pardon, mais aux dernières nouvelles, on reste encore une démocratie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un type qui décide tout seul. Or, c'est bien le problème. Ça s'appelle la 5e République ? Non, mais la 5e République, elle avait des équilibres autrefois. C'est-à-dire qu'il y avait un Parlement, il y avait des contre-pouvoirs. Le Parlement, il est toujours là, et les Français ont choisi une majorité. Oui, mais depuis là, qu'on est passé au on a des décisions qui sont prises par un comité, un conseil de défense, qui ne rend aucun compte aux représentants de la nation, parce que de toute façon, le conseil de défense, contrairement au ministre, n'est pas responsable devant le Parlement. Ben, ça pose un problème. Et je vous disais, si les débats se passaient à l'Assemblée, si les oppositions étaient écoutées et pas méprisées ou renvoyées d'un revers de main, eh bien, il y aurait peut-être moins de tensions. On n'aurait pas un gouvernement mort de trouille à l'idée qu'il y ait des anti-vaccins, en s'imaginant que tous ceux qui ont des doutes tout à fait légitimes sont forcément des anti-vaccins délirants. Et du coup, ils ont péché. C'est ça qui a ralenti la stratégie vaccinale. C'est le fait qu'ils ont cru qu'il y avait 40% de gens qui étaient farouchement anti-vaccins. C'est pas vrai. Il y a des gens qui se posent des questions et c'est normal et ils ont le droit. C'est l'heure du tour de table, s'il vous plaît.
Stop à la stratégie de la peur. C'était la prise de parole, l'opinion de Geoffroy Lejeune. Convaincu ou pas ? En fait, le fait qu'ils utilisent la peur pour masquer leur incompétence, plus j'y réfléchis et plus ça me paraît pas bête. Donc moi, je suis plutôt d'accord. C'était l'idée de Rokhaya en réalité. Mais... ouais, non, mais ça fait un lien. Oui, non, Rokhaya, alors, convaincu pour Louis Boyard. Oui, je suis convaincu également. Enfin, je pense qu'effectivement, il y a une forme d'incompétence qui conduit en fait à déporter leurs responsabilités sur les citoyens. Natacha Polony ? Oui, je crois aussi, même si on est d'accord que les mesures, c'est nous qui les prenons et il y a une responsabilité nécessaire des citoyens. Mais justement, cette responsabilité, elle doit aussi faire qu'on soit traité en adulte. Donc oui. Carton plein pour Geoffroy Lejeune ce soir dans sa prise de parole. Sauf pour moi. Et qui va vous convaincre. On va revenir un petit moment tout à l'heure. Dialogue justement Geoffroy Lejeune, Rokhaya Diallo, c'était à propos de Trump et du racisme. Donald Trump a insufflé la haine depuis très très longtemps, c'est pas nouveau, c'est pas depuis la suppression de son compte Twitter. Et je tiens aussi à dire que le jour même de l'insurrection, 45% des militants républicains soutenaient l'invasion. Et donc une manière de dire que le Trumpisme n'est pas mort et qu'il a bien gangréné la société américaine. Vous venez de décrire un président qui pendant 4 ans de mandat aurait opprimé certaines minorités. C'est intéressant de voir que chez les Afro-Américains, il est passé de 8 à 12%, donc ils ont voté plus pour lui après qu'avant. Et chez les Latinos, je crois qu'il passe de 28 à 32, donc c'est un peu dans les mêmes proportions. Ce qui veut dire du coup que plus de gens ont été satisfaits, y compris chez ceux qui ne sont pas des blancs, des WASP, comme on pourrait décrire ces électeurs, ont été satisfaits de son mandat. Tous les soirs, 4 personnalités autour de la table, 90 secondes pour développer l'argument et ensuite la discussion. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve demain, 120% News, 19h. Qui va vous convaincre 20h. Dans un instant, des zooms avec Aurélie Caz. Tout de suite, la météo, préparée, présentée par Marquet. Bonne soirée sur BFM TV.